Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine Blanchemaison. Alors si t'entends des bruits de voitures, de la musique à fond ou des gens qui crient, faut pas s'inquiéter, je suis au premier étage d'une des rues les plus animées de Toronto et donc il y a pas mal de bruit et je peux pas fermer la fenêtre parce qu'elle est bloquée à cause de la clim. Et donc c'est pas grave, on va prendre ça un peu comme un bruit d'ambiance et on va se lancer. Aujourd'hui je voudrais te parler de la plateforme YouTube. Donc si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir que moi je suis un peu passé par toutes les plateformes. J'ai commencé par un blog, pendant 3 ans j'ai blogué sur un blog WordPress. Ensuite je me suis lancé sur YouTube, ça a été pour moi un gros changement, une grosse ascension parce que ça a coïncidé avec le moment où j'ai décidé d'arrêter mes études pour me lancer à plein temps là-dedans et d'en faire un business. Donc j'ai publié pendant 1 an et demi, presque tous les jours sur YouTube. Et puis j'ai décidé de changer de plateforme, j'ai décidé de passer au format podcast pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées. Et aujourd'hui je voudrais m'attarder un petit peu sur YouTube parce que YouTube c'est quand même le roi en termes de plateforme de création de contenu. Et je voudrais qu'on se pose la question ensemble, est-ce que YouTube est en train de se tuer lui-même ? Tu as peut-être remarqué si t'es... Alors moi forcément je regarde un petit peu ce qui se passe sur YouTube, surtout que c'était un peu mon métier pendant 1 an et demi. Donc j'ai regardé un petit peu et puis t'as dû le remarquer aussi si t'es youtubeur ou si tu t'intéresses à cette plateforme. Il y a de plus en plus de youtubeurs qui se plaignent de cette plateforme. Qui se plaignent pas forcément de YouTube ou la façon dont fonctionne YouTube, mais qui se plaignent plutôt du contenu qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur YouTube. Et c'est vrai que si tu regardes les tendances sur YouTube en France, tu vois qu'il y a de plus en plus. Alors je sais pas vraiment si on a de plus en plus parce que je me suis jamais vraiment intéressé à fond à YouTube suffisamment pour pouvoir te dire si on a vraiment de plus en plus, si je suis juste un vieux con qui a l'impression d'en voir de plus en plus. Mais en tout cas c'est vrai que tu as beaucoup de vidéos qui sont pas, tu vois, qui sont vraiment des vidéos pur divertissement, qui sont pas hyper qualitatives ou hyper profondes. En tout cas c'est ce que leur reprochent les gros youtubeurs. On reproche une baisse de qualité sur YouTube. Et moi je veux pas vraiment parler de baisse de qualité parce que je pense pas qu'on puisse juger si du contenu est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Je pense que c'est toujours en fin de compte le consommateur qui juge. C'est le marché qui a le dernier mot finalement, si on veut parler avec ces termes-là. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de dérives sur YouTube, des gens de plus en plus jeunes qui se lancent et qui font des trucs de plus en plus cons. Récemment, je sais pas si t'as vu, mais il y a une copine qui a tué son mec sur YouTube parce qu'il voulait faire un jeu où elle devait lui tirer dessus et il avait un truc dans les mains qui était censé arrêter la balle, sauf que ça n'a pas marché. Il s'est fait tuer. Et je pense que des morts stupides comme ça, il y en aura probablement de plus en plus. Parce qu'on est arrivé à un moment où sur YouTube il faut faire du clic, il faut faire des vues et pour faire des vues il faut faire des choses de plus en plus extrêmes. Et c'est ça que reprochent les gros youtubeurs qui ont commencé finalement dans un YouTube qui était beaucoup plus soft. C'est vrai que quand tu regardes YouTube à ses débuts, c'était quoi ? C'était soit des vidéos de chats, soit des petits youtubeurs à la Norman qui faisaient des sketchs, qui écrivaient des sketchs et qui les récitaient finalement devant une caméra et c'était très drôle et on aimait ça et on suivait. Et puis il y avait d'autres chaînes, il y avait un peu de tout, il y avait des chaînes de spécialistes, des chaînes de maniaques de certaines thématiques, de certains domaines, des chaînes où on pouvait apprendre des choses. Et puis maintenant c'est vrai qu'on est arrivé dans... C'est peut-être un peu les vlogs, alors moi je peux pas critiquer ça parce que j'ai participé un peu à ça avec les vlogs, parce que j'ai été dans cette tendance là, mais c'est peut-être un peu les vlogs qui ont creusé ce phénomène-là, parce que c'est vrai que quand t'es vlogueur, tu te rends compte que plus tu mets un titre qui est extrême, plus tu fais du clic sur ta vidéo. Et quand t'es vlogueur, souvent ton objectif principal, c'est de faire du clic forcément, c'est d'avoir le plus de vues sur tes vidéos. Et le problème c'est que on cherche souvent un bouc émissaire, on cherche à rejeter la faute sur quelqu'un. Alors souvent on va dire c'est la faute des jeunes créateurs de contenu qui font n'importe quoi et qui ont vu trop de télé-réalité et qui essaient de faire la même chose. Parfois on dit c'est la faute de YouTube qui met en avant uniquement le contenu basse qualité ou le contenu extrême sans privilégier finalement le contenu qui a été travaillé, qui a été écrit et qui est respectueux de l'audience finalement. Et donc on va essayer de rejeter la faute un petit peu soit sur les créateurs de contenu, soit sur YouTube, soit même sur l'audience de YouTube. On dit les gens ils préfèrent regarder de la merde que regarder des trucs intéressants. Et j'ai vu une vidéo récemment d'un gars qui s'appelle Veritasum, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Veritasum qui est vachement intéressante, j'ai envie de vraiment aller voir. C'est un américain je pense, ou un britannique, je sais pas, qui expliquait ça d'une manière assez intelligente. Il disait que le problème en fait, il n'y avait pas un bouc émissaire, il n'y avait pas un problème, mais c'était une sorte de problème qui avait pas de tête et qui se nourrissait tout seul. En fait il expliquait que
quand on reproche à YouTube son algorithme qui met en avant certains contenus au lieu d'autres, faut pas oublier que YouTube c'est pas une personne, c'est juste un algorithme. Il y a des millions d'heures qui sont mises en ligne chaque heure de vidéos, et donc forcément YouTube ils peuvent pas toutes les vérifier, c'est pas des gens qui mettent les vidéos en avant, c'est des algorithmes, donc c'est des calculs automatiques qui vont choisir quelles sont les vidéos qui vont être mises en avant. Et ces algorithmes forcément vont privilégier les vidéos qui sont populaires, vont privilégier les vidéos qui font des vues, vont privilégier les vidéos qui d'abord ont un bon taux de clic et derrière ont un bon taux de rétention, où les gens restent longtemps devant. Et donc finalement, ce que ce youtubeur explique, c'est que le problème finalement c'est l'algorithme, mais l'algorithme seul peut pas être désigné comme responsable, puisque l'algorithme évolue en fonction de différents paramètres, en fonction de qu'est-ce que veut l'audience, en fonction de quel est le contenu qui est publié, et en fonction de qu'est-ce que YouTube met en avant. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, l'algorithme, c'est trois choses. L'algorithme, d'abord, c'est l'audience, puisque c'est l'audience qui décide ce qu'elle veut regarder. Plus l'audience regarde un tel type de contenu, plus YouTube va mettre tel type de contenu en avant. L'algorithme, c'est aussi le contenu, puisque finalement, les créateurs de contenu vont répondre à ça. Les créateurs de contenu, s'ils font plusieurs vidéos et qu'ils voient que c'est certains types de vidéos qui marchent le mieux, qui font le plus de vues, ils vont faire davantage de vidéos comme ça. Donc finalement, les youtubeurs vont nourrir cet algorithme-là. Et puis l'algorithme, c'est aussi YouTube, puisque finalement, YouTube, c'est quoi? YouTube, c'est une audience qui matche avec un contenu. Donc si l'audience est l'algorithme, et si le contenu est l'algorithme, finalement, YouTube est l'algorithme. Et donc, le problème, en fait, d'un algorithme, c'est qu'il n'y a aucune ligne éditoriale. C'est un espèce de monstre automatique qui va se nourrir des intérêts des gens et du contenu qui est publié et qui va évoluer tout seul, un peu comme finalement une intelligence artificielle qui apprendrait par elle-même. L'algorithme de YouTube apprend par lui-même et donc évolue vers une certaine tendance qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et ce qui est amusant, c'est de faire la comparaison entre YouTube et la télé. Il y a une énorme différence entre YouTube et la télé, c'est que la télé, c'est pas des algorithmes qui choisissent le contenu qui sera diffusé, c'est des lignes éditoriales, c'est des personnes. Et donc ces personnes-là peuvent quand même utiliser leur jugement. C'est-à-dire qu'à la télé, on voit, c'est pareil, il y a énormément de dérives, on peut penser que le contenu à la télé s'est dégradé avec le temps, qu'il y a de plus en plus d'émissions vraiment grand public, assez basse de qualité, avec beaucoup de télé-réalité et tout ça. Mais c'est pareil, c'est ce que les gens finalement passent le plus de temps à regarder, et en fonction de ces statistiques-là, les producteurs vont privilégier ces émissions-là. Mais ce qu'on voit quand même à la télé, c'est que ça dépend des chaînes, tu vois, t'as des chaînes qui vont davantage mettre en avant ces émissions-là, d'autres chaînes qui vont moins le mettre en avant, et qu'il y a des gens finalement qui imposent une limite. Même quand tu vois des dérives dans Touche pas à mon poste, à des heures de grande écoute et tout, les gens se plaignent un peu sur Twitter, ça fait un tollé. Je sais plus comment ça s'appelle, l'organisme qui gère l'audiovisuel, qui gère justement, qui est censé prévenir les dérives de l'audiovisuel, met un stop, et puis l'émission se calme, tu vois. Il y a des gens qui mettent des limites, c'est-à-dire qu'il y a des organismes, même le CSA, voilà, je cherchais le nom, le CSA est payé pour dire quand est-ce que ça va trop loin, et pour punir quand ça va trop loin, pour pas que ça puisse se reproduire. Sauf que évidemment sur YouTube il n'y a pas ça, et on en arrive à des ados qui s'amusent à se tirer dessus pour voir s'ils vont survivre à ça, ou qui s'amusent à marcher, à mettre une planche de bois entre deux rooftops et à marcher au milieu. Et il n'y a pas de CSA en fait pour YouTube, il n'y a personne qui met des limites. Donc la télé, on peut dire que ça s'est baissé en qualité, ou que ça s'est dégradé, ou qu'on n'a pas envie de la regarder, mais toujours est-il qu'on peut pas nier le fait qu'il y a des limites dans l'extrémité de ce qu'on peut voir à la télé. Même si ces limites peuvent être repoussées de temps en temps, il y a toujours des limites qui sont mises par des êtres humains. Sauf que, exactement comme pourrait le faire une intelligence artificielle qui pourrait finalement se casser toutes les limites, l'algorithme de YouTube n'a pas de limite claire, à part les conditions de YouTube, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre de contenu trop explicite, ou de contenu sexuel, ou de contenu trop violent, voilà, mais même si tu mets du contenu trop violent, il va falloir que plusieurs personnes le signalent avant que ce soit retiré de la plateforme. Donc finalement, ces limites sont beaucoup plus floues, sont beaucoup plus lointaines, et sont beaucoup plus lentes avant d'être appliquées. Donc, pour moi, en fait, c'est ça le problème de YouTube. C'est pas la faute de quelqu'un, il n'y a pas de bouc émissaire, c'est pas la faute des créateurs de contenu, c'est pas la faute de l'audience, c'est pas la faute du staff de YouTube. C'est l'algorithme qui se nourrit en fait de tout ça, qui va peut-être empirer avec le temps. Et c'est un peu finalement comme la malbouffe, tu vois.
Genre, on peut pas nier qu'il y a 100 ans, on mangeait probablement mieux qu'aujourd'hui. Et si aujourd'hui, il y a autant de malbouffe dans un supermarché, c'est pas parce que les gens l'ont demandé. C'est pas parce que les gens se sont dit, attends, il n'y a pas assez de malbouffe au supermarché, on va faire une pétition, ils vont en mettre plus. C'est parce que, bah, il y a un marché, il y a une offre qui correspond à une demande, et on voit que les gens préfèrent consommer de la malbouffe que des bons produits. Et donc, on va leur en proposer davantage. Et c'est un cercle vicieux, parce que plus les gens consomment de la malbouffe, plus ils sont habitués à ça, et plus ils ont envie d'en consommer. Et donc, on va en proposer davantage. Et on arrive dans un monde où bah, tu vas dans un supermarché, il y a 95% de malbouffe pour 5% de produits normaux. Et je pense que c'est un peu pareil peut-être sur YouTube ou à la télé. Moi j'aime bien faire la comparaison entre la qualité de la nourriture et la qualité du contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs qu'on peut trouver. Et de la même façon, bah, YouTube c'est un peu comme un supermarché qui va s'adapter constamment à la demande, sauf que c'est immédiat et sauf qu'il n'y a personne pour fixer des limites. Il n'y a pas de... Tu vois, dans la malbouffe, il y a quand même des organismes de santé qui vont fixer quand même des limites au bout d'un moment pour dire, bon voilà, quand vous empoisonnez trop les gens, bon bah on va dire que c'est interdit. Là il n'y a personne pour le dire. Donc finalement on arrive à un constat où YouTube, on peut penser que c'est en train de se tuer lui-même en étant de plus en plus malsain, peut-être en étant de plus en plus extrême, avec une baisse de qualité qu'on peut voir. Alors encore une fois, moi je suis pas en train de... C'est pas moi qui dis qu'il y a une baisse de qualité, c'est les gros youtubeurs, je leur laisse cette parole là. Moi c'est pas mon rôle de juger, simplement ce qu'on voit c'est qu'il y a un climat qui est de plus en plus négatif sur YouTube, qui est aussi alimenté par tous ces nouveaux youtubeurs. En France c'est la grande mode, les nouveaux youtubeurs qui viennent et qui sont uniquement là pour critiquer, pour descendre les autres, des youtubeurs qui sont là pour pointer du doigt, alors c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais après moi je suis pas fan de ce procédé là, mais qui viennent pour pointer du doigt ces dérives et qui disent ouais c'est pas bien, il y a des gens qui font ça, c'est pas bien, et qui viennent descendre d'autres chaînes YouTube, et puis d'autres youtubeurs qui viennent juste pour faire du clash, et puis ça crée une sorte de climat de conflit perpétuel sur YouTube, qui était pas du tout le but de la plateforme au départ. À la base c'était une plateforme de partage, tu vois, où tu viens, tu dis ce que tu as à dire, tu partages, tu crées une communauté autour de toi. Il y avait un aspect communauté qui était très fort, et aujourd'hui on a un peu créé une guerre de ces communautés là, puisque c'est un peu comme si tu mettais je sais pas, des communautés dans la vie qui se détestent et que tu les mettais tous dans la même petite ville, dans un petit ghetto où ils devaient tous apprendre à cohabiter ensemble. Bah forcément ça va faire des petites guerres, ça va créer des problèmes parce que ces gens ont juste pas envie de vivre ensemble. Bah, c'est pareil sur YouTube, on se retrouve avec des communautés qui ont rien à voir, qui sont drastiquement opposées du point de vue des idées, du point de vue je sais pas, des actions, et on les met sur une même plateforme, et finalement en vidéos similaires, t'as des vidéos qui disent exactement l'inverse de celle que tu viens de voir. Donc tout ça, ça crée un climat qui est quand même assez négatif sur YouTube, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter YouTube et de me mettre au podcast. C'est que le podcast t'as pas ça, simplement parce que le podcast déjà t'as zéro métrique, t'as zéro feedback. Et on peut voir ça comme une régression. Moi je commence à voir ça comme une évolution. C'est-à-dire que le feedback, on trouvait tout ça génial. Le pouvoir noter ton chauffeur Uber avec des étoiles, pouvoir laisser un commentaire pour dire ce que t'as aimé ou si t'as pas aimé, pouvoir laisser une note au restaurant que t'as vu. Dans le principe c'est bien, sauf qu'on a vite vu les dérives. Il y a des gens qui se prennent pour des super critiques gastronomes alors qu'ils ont fait que des fast-food dans leur vie et qui vont super mal noter des restaurateurs qui eux qui ont des clients finalement qui les apprécient et qui reviennent et qui vont plus revenir peut-être à cause de ça. Je sais pas si t'as vu cet épisode de Black Mirror qui est extraordinaire, qui t'explique, qui pousse ce principe des reviews, tu vois, des notes que tu peux laisser jusqu'au bout, dans un monde où tout le monde se laisse des notes, et on voit très vite les catastrophes que ça peut devenir. Et c'est vrai que sur YouTube c'est un peu ça, c'est-à-dire que sur YouTube t'as des réponses instantanées, t'as un système de feedback instantané qui est les commentaires, qui est les pouces bleus, les pouces rouges, et donc les gens décident si ton contenu a de la valeur ou pas, si ton contenu est bien ou pas, et sauf qu'il y a des gens qui forcément, à qui le contenu n'est pas destiné, qui débarquent dessus et qui t'insultent ou qui disent de la merde, et donc ça crée des créateurs, ça fait une génération de créateurs de contenu qui d'une part peuvent se sentir attaqués par ça et commencent à créer du contenu en réponse à ça, et je pense que c'est la pire chose qu'on puisse faire. Moi je suis tombé dans ce piège là et je pense qu'on a d'autres qui tombent dans ce piège là, ou alors des créateurs de contenu au contraire qui vont avoir très très peur de la critique et donc du coup qui vont toujours faire du contenu extrêmement consensuel. Je pense notamment, et c'est super triste, Casey Neistat. Moi j'adore Casey Neistat, tu vois, c'est lui qui m'a motivé à me lancer dans le vlogging. J'ai trouvé que parfois quand il se met devant la caméra et qu'il fait des real talk, tu vois, qu'il parle vraiment avec le cœur, c'est fascinant ce qu'il dit, c'est passionnant. Et puis là tu vois que ces dernières vidéos, il essaye de faire ce qu'il peut, tu vois, il fait encore des belles vidéos vraiment. Et puis t'as des gens, tu lis les commentaires et tu dis mais c'est qui ces gens là quoi. T'as des gens qui l'insultent, qui le traînent dans la boue, qui le traitent comme la dernière des merdes, alors que le mec a fait de super contenus gratuitement tous les jours pendant 2 ans. Il a inspiré des générations entières de gens, et derrière t'as des gens qui l'insultent dans les commentaires, et tu sens à l'image que ça l'atteint, c'est à dire que même si au bout d'un moment t'es
t'es un peu, tu vois, tu t'endurcis face à ça, ça t'atteint toujours et tu sens que ça l'atteint et qu'il essaie de justifier, de se défendre et forcément ça baisse la qualité des vidéos parce qu'une vidéo où un mec essaie de justifier pendant 10 minutes, t'as pas envie de la voir quand t'as pas besoin de ça. Moi je m'en fiche qu'il justifie, tu vois, j'apprécie ce qu'il fait, je prends le meilleur dans ce qu'il fait, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait, j'essaie de prendre le meilleur pour moi, tu vois. Mais quand il passe la moitié de la vidéo à justifier, forcément ça fait des vidéos qui sont moins bonnes et il le fait en réponse probablement aux mauvais commentaires. Et pour moi c'est ça, tout ça, ça nourrit un climat qui moi que j'ai commencé à trouver insupportable sur YouTube et c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé au podcast. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Parce que mon but là c'est pas juste de dresser un tableau catastrophique et de se dire c'est foutu, c'est trop tard. L'idée c'est essayer de trouver une solution bien sûr. Alors moi je serais peut-être pas mieux placé pour initier cette solution là, moi je préfère partir quand ça va pas, mais il y a sûrement des solutions. On peut voir deux styles de solutions. La première solution, ce serait une prise de conscience personnelle de l'audience finalement de YouTube, des gens qui consultent les vidéos sur YouTube. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont pris conscience que voilà, c'était pas forcément bon pour eux de regarder des vidéos je sais pas, de jeunes qui bouffent des bonbons américains toute la journée et qui avaient probablement d'autres choses intéressantes à apprendre autre part. Il y a une partie de l'audience sur YouTube qui a compris ça et qui en a eu marre et qui a arrêté de regarder ces vidéos là et qui a arrêté de se laisser tenter par l'algorithme de YouTube qui propose toujours des vidéos qu'on a envie de voir. Et puis alors c'est peut-être aussi une prise de conscience collective, je sais pas si une prise de conscience collective c'est vraiment possible, je sais pas si un jour il y aura plus de magasins bio que de McDo, je suis pas sûr de ça, je suis pas hyper optimiste là-dessus, mais on sait jamais, c'est toujours possible. Ou alors une volonté des créateurs, une prise de conscience de la part des créateurs, c'est-à-dire les créateurs qui vont se dire ok, mon but c'est pas seulement de faire du clic pour faire du clic, peut-être que j'ai envie de trouver un sens au-delà de ça, peut-être que j'ai envie de trouver autre chose. Et il y a une chose qui est peut-être bien dans ce domaine-là, c'est que on sait que la publicité rapporte de moins en moins aux créateurs, et donc peut-être que les créateurs vont devoir trouver un business model qui n'est plus basé sur le volume, donc sur la publicité, donc plus un business model qui consiste à essayer de financer tous les gens qui regardent tes vidéos, mais plutôt trouver un business model basé sur la valeur, donc seulement sur une minorité des gens qui regardent, et donc du coup créer du contenu peut-être plus spécialisé et peut-être plus qualitatif. Et puis enfin, la dernière solution, elle pourrait venir de YouTube. YouTube qui décide de changer son algorithme et de pas seulement mettre en avant des vidéos que les gens vont davantage regarder ou davantage cliquer dessus, mais mettre en avant des vidéos qui sont jugées peut-être par d'autres paramètres comme le taux d'action qui sont effectués après, le taux de rétention sur la vidéo qui sont déjà bien utilisés, mais peut-être, alors je sais pas, je connais pas l'algorithme de YouTube, mais peut-être trouver un moyen de mettre en avant des vidéos qui vont peut-être être moins populaires, qui vont peut-être faire moins de clics, mais qui vont davantage intéresser les gens qui vont cliquer dessus. Après voilà, on peut pas reprocher à YouTube, YouTube c'est probablement un des systèmes les plus démocratiques, c'est-à-dire que c'est les vidéos qui sont les plus populaires, qui sont les plus mises en avant, et si YouTube commençait à choisir quel serait le contenu qui serait mis en avant, on reprocherait à YouTube de plus être aussi démocratique finalement et de faire un peu de censure sur sa plateforme, et c'est pas ce qu'on souhaite, ce serait contre un peu l'ADN de YouTube. Moi, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est simplement de changer de plateforme, c'est de passer au podcast. En fait, la plateforme de podcasting aujourd'hui, pour moi, c'est l'inverse, c'est l'anti-YouTube, c'est l'inverse de YouTube, et ça a supprimé tout ce que j'aimais pas sur YouTube. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune métrique visible. C'est quoi les métriques visibles? C'est le nombre de vues, c'est le nombre de commentaires, c'est les pouces bleus, les pouces rouges, c'est les avis, et toutes ces choses-là n'étaient déjà quasiment pas présentes sur l'application podcast, mais vont carrément disparaître. C'est-à-dire que les seules métriques qu'on voyait encore dans l'application podcast d'Apple par exemple, c'était les avis, donc les 5 et les étoiles, tu vois, que les gens pouvaient mettre d'une part, et d'autre part c'était le classement des podcasts. Et ces deux paramètres, ces deux métriques vont disparaître dans la nouvelle version de podcast, et je pense que c'est un choix délibéré d'Apple qui s'est dit ok, nous notre plateforme, contrairement à l'immense majorité des réseaux sociaux, va pas être basée sur ces vanity metrics, mais va être basée uniquement sur les recommandations. Et donc ça veut dire que sur la nouvelle version de podcast dans iOS 11, quand tu regardes un podcast, on va te proposer d'autres podcasts que les gens ont aimé aussi, que les gens qui écoutent le podcast que tu écoutes ont aimé aussi. Et donc ça c'est très intéressant parce que ça va peut-être recréer l'aspect communautaire qui faisait la force de YouTube au début, qui a peut-être un peu disparu sur YouTube aujourd'hui et qui est super présente dans les podcasts. Et je pense qu'aujourd'hui, si ton but c'est pas de plaire à tout le monde et de faire un maximum de vues, mais c'est de créer une communauté, comme c'est mon objectif aujourd'hui, je pense que la plateforme podcast est la meilleure parce que c'est la plateforme qui respecte le plus ça et qui laisse les gens finalement aimer ce qu'ils veulent
et pas être tout le temps dans le cynisme et dans le jugement, et donc ça laisse place à toute la fantaisie et tous les avis différents qui peuvent cohabiter finalement dans un même espace. C'est finalement peut-être aussi le format le plus indépendant, puisque tu ne dépends pas d'une plateforme, comme c'est le cas sur YouTube. Si aujourd'hui je postais mes vidéos autre part, bon bah je peux bien les poster sur Vimeo ou sur Dailymotion, mais personne va les voir. Je suis obligé de les poster sur YouTube finalement, je suis obligé de respecter cette culture-là, même si elle me plaît pas, alors qu'un podcast, bah il y a plein d'agrégateurs de podcasts différents, tu peux le mettre sur SoundCloud, sur Apple Podcast et tout, et il n'y en a aucun qui se comporte comme un réseau social, c'est-à-dire qui va te mettre des métriques en avant et qui va te mettre des classements et des choses comme ça. Donc je pense que c'est la plateforme où tu peux être le plus indépendant, donc si c'est ce qui est intéressant pour toi, ça peut être vraiment une solution. Alors juste avant de terminer ce podcast, je vais te faire une petite annonce. J'ai un peu galéré là, ces derniers jours, parce que tu sais, mon podcast il était hébergé sur SoundCloud, et le problème avec SoundCloud c'est que tu pouvais pas le planifier, et il n'y avait pas d'option aussi pour l'uploader automatiquement sur YouTube. Et moi j'ai vu que sur YouTube il y avait pas mal de gens qui préféraient écouter mon podcast sur YouTube, simplement parce qu'ils n'avaient pas encore le réflexe d'aller dans leur application de podcast, mais ils avaient par contre le réflexe d'aller tous les jours sur YouTube. Donc il y a des gens qui avaient envie de l'écouter sur YouTube, et je vois dans les statistiques aussi, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent sur YouTube. Et puis moi j'avais envie de le programmer, parce que j'ai envie que mon podcast sorte tous les matins à la même heure, pour créer des habitudes chez les gens qui l'écoutent, par exemple pour que tu puisses l'écouter tous les matins au petit-déj, ou alors tous les soirs avant de te coucher, mais que ce soit qui t'arrive en tout cas tous les jours à la même heure, et donc que je puisse les planifier. Et ça je pouvais pas le faire avec SoundCloud. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un compte sur Libsyn. Libsyn, alors c'est écrit Libsyn, c'est une des principales plateformes d'hébergement de podcasts. Alors c'est moche, vraiment, c'est pas du tout agréable à utiliser, mais ça propose toutes les fonctions du monde. Enfin, c'est vraiment top en termes de fonctionnalité, et ça te propose notamment la fonctionnalité d'upload automatique sur YouTube. Donc je me suis mis sur Libsyn. Je mets maintenant mes podcasts dessus, qui sont automatiquement publiés, donc je peux les programmer, et donc tous les matins à 5h, le podcast est publié sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Play et sur YouTube automatiquement, sans que j'ai rien de plus à faire. Donc ça c'est génial, c'est un gain de temps énorme pour moi, et puis toi ça va te permettre de pouvoir consommer mon podcast tous les jours à la même heure. Donc maintenant tous les matins à 5h, sauf si gros empêchement ou gros problème, il y aura un podcast, un Makercast qui sera mis en ligne sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu préfères l'écouter sur YouTube, tu l'écoutes sur YouTube. Si tu préfères l'écouter sur SoundCloud, c'est sur SoundCloud. Si tu préfères l'écouter sur Apple, c'est sur ton iPhone, ou alors sur Google Play si tu es sur Android. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur Facebook, si tu penses que c'est une bonne heure, ou si tu préférais avant ou après, c'est pas encore fixe, gravé dans le marbre. Donc voilà, moi je te dis à demain pour le prochain. Je vais terminer par une magnifique citation de Jim Rohn qui s'applique tellement bien aux créateurs de contenu, qui est: parle de choses qui comptent aux gens pour qui ça compte. À demain.